particularités pédiatriques dans l'évaluation du patient, mais aussi dans la prise en charge, les doses, les choses que je vais voir avec vous. Alors, le plan de la présentation, quelques mots en fait sur la prévention. On va parler de la prophylaxie antivirale, le tableau clinique, plus particulièrement chez les enfants. Ensuite, les indications. Les indications de traitement avec les antiviraux et aussi les critères d'hospitalisation. Qu'est-ce qu'il faut allumer? Là, cet enfant-là est plus malade, ça c'est un critère de consultation en pédiatrie, ça c'est un critère d'hospitalisation. Alors la prévention, vous savez que le vaccin est offert aux enfants de 6 mois et plus, mais pas aux enfants de 6 mois et moins. Précautions usuelles, les choses que vous savez, hygiène des mains, port d'un masque, restreindre les déplacements, c'est des choses qu'on recommande. Au niveau de la contagiosité, on sait que ça peut être contagieux chez les adultes 7 jours après l'apparition des symptômes. Ça pourrait être un peu plus long, par contre, chez les enfants. Fait que dans la recommandation que vous faites, souvent, peut-être mentionner aux parents de faire attention pour la garderie, des choses comme ça. Ça peut être un petit peu plus long que 7 jours. En ce qui concerne la prophylaxie antivirale, c'est une question qu'on se fait beaucoup poser au bureau. Les parents sont inquiets, sont paniqués. La maman a eu un cas de H1N1. Est-ce qu'on doit traiter l'enfant de façon prophylaxique avec le Tamiflu? La réponse est non. La réponse est non. Si ça a été un contact avec un H1N1 en communauté, il n'y a pas de prophylaxie recommandée. Ni pré-exposition, évidemment, ni post-exposition. D'accord? Au niveau des symptômes, si on regarde les particularités pédiatriques, c'est sûr que les enfants de 0 à 5 ans, on parle toujours de fièvre comme symptôme très fréquent, mais pas toujours présent, comme on l'a mentionné. Un enfant qui va être impatient, qui va s'alimenter moins, des pleurs rauques. Les symptômes digestifs sont assez présents chez les enfants. Donc, diarrhée, vomissement, douleur abdominale, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Et la dyspnée. Les patients de 6 à 18 ans, mais là, on commence à ressembler beaucoup aux adultes. Là, en fait, fièvre, tout, douleur musculaire, céphalée. C'est des enfants qui sont plus capables de verbaliser aussi exactement où est-ce qu'ils ont mal. Alors, c'est un peu plus facile pour l'évaluation. Grande fatigue, douleur à la gorge, rhinorrhée et dyspnée. Si on regarde maintenant, c'est quoi nos critères, qui on traite avec les antiviraux, parce que ça a changé un peu. Là, les enfants de 6 à 23 mois, avant, on les traitait. Là, vous allez voir, ça a changé. Alors, tous les cas suspectés qui nécessitent une hospitalisation doivent être traités, idéalement dans 48 heures ou moins, dans la fenêtre de 48 heures après le début des symptômes. Les autres patients qu'on doit traiter, les patients, en fait, les enfants à risque élevé qui ont des symptômes depuis moins de 48 heures. Là, je vous ai refait la liste des enfants à risque élevé. De qui on parle exactement? Et ça, c'est ceux qui nécessitent une hospitalisation ou pas. Là, okay? Donc, maladie cardiaque ou pulmonaire, les enfants diabétiques, les enfants qui ont un cancer, l'immunodéficience, l'immunodépression, néphropathie, les anémies, les hémoglobinopathies. Ensuite, on parle de toutes les affections qui compromettent l'évacuation des sécrétions, les enfants qui sont plus à risque d'aspiration, qui ont une pathologie neurologique ou des choses comme ça. Un patient qui serait traité avec aspirine pendant de longues périodes, c'est assez rare, mais on peut le voir, les cas de Kawasaki, les patients qu'on suit. Et puis, un adolescent ou un enfant un peu plus âgé avec obésité morbide, là, ça demeure comme en adulte. Pourquoi traiter les enfants qui prennent de l'aspirine? Parce qu'ils sont plus à risque de développer des syndrome de Reille. Mais comme je vous dis, c'est très rare que les enfants vont être traités. Les enfants ne sont jamais traités avec aspirine en pédiatrie pour de la fièvre, pour de la douleur. Jamais, jamais. Il y a des cas rares, comme mettons un syndrome de Kawasaki. On veut prévenir les anévrismes coronariens, on les met. Mais c'est une minorité de patients. Okay? La promylase? Pardon? La promylase? Maladie pulmonaire, oui. C'était dans mon premier critère. Maladie cardiaque ou pulmonaire, là, c'est très, très fréquent en pédiatrie. Donc, les vrais asthmatiques. Un bronchospasme, une bronchiolite, il y a 2 ans. Là. Un enfant qui est diagnostiqué asthmatique. Là, on sait que pour diagnostiquer un enfant asthmatique, c'est souvent après l'âge d'1 an, au moins 3 épisodes de bronchospasme. Donc, un enfant qui a fait une bronchiolite une fois à l'âge de 10 mois, pour moi, il n'est pas considéré comme asthmatique. Oui, mais avec la H1N1, il peut faire sa vraie crise et puis là, rentrer en asthme. Absolument. C'est l'évaluation clinique. Si vous voyez que c'est un enfant qui est en gros bronchospasme, qui désature, vous allez voir de toute façon qu'il va avoir un critère d'hospitalisation et de traitement. Alors, tout ça pour dire que les enfants aussi en bonne santé, âgés de moins de 23 mois, il n'y a pas de traitement systématique pour des symptômes bénins, d'accord?
L'utilisation chez les moins d'1 an, qu'est-ce qu'on fait avec les patients de moins d'1 an? Avant, on ne pouvait pas utiliser le Tamiflu, mais bon, il y a une ordonnance transitoire de Santé Canada qui a été émise et qui permet l'utilisation. On peut rassurer les parents aussi en leur disant qu'il y a un profil de sécurité qui est tout à fait similaire aux enfants de 1 an et plus. Je vous ai remis les doses parce qu'en pédiatrie, ça change quand même beaucoup selon le poids. C'est des informations de toute façon qui vont vous être remises dans les cliniques, vous allez toujours les avoir sous la main. Alors pour les enfants de 1 à 12 ans, moins de 15 kg, 30 mg 2 fois par jour, 15 à 23, 45 2 fois par jour, 23 à 40, 60 2 fois par jour et plus de 40, 75. Puis on parle toujours d'un traitement de 5 jours. Pour ce qui est des enfants de moins de 1 an, on y va selon leur âge. Si le poids de l'enfant n'est pas disponible, mais si le poids de l'enfant est disponible, on peut y aller à 2 mg par kilo 2 fois par jour, toujours pendant 5 jours. Pour ce qui est du Rolanza, moins utilisé, c'est chez les enfants de 7 ans et plus. On parle de 2 inhalations. Chaque inhalation est 5 mg 2 fois par jour pendant 5 jours. Je crois qu'il faut faire attention chez les enfants asthmatiques avec le Rolanza, il peut avoir des bronchospasmes associés. Donc, ce ne serait pas le meilleur choix pour un adolescent asthmatique. Maintenant, si on regarde les critères d'hospitalisation et de consultation en pédiatrie, je vais démontrer un petit peu la sévérité de l'enfant. Ça, je pense que c'est peut-être la partie la plus importante. Alors, tout enfant avec signe de détresse respiratoire, ce qu'on recherche chez les enfants, tirage, tachypnée, on regarde toujours le battement des ailes du nez. Chez un plus petit bébé, le grunting qui apparaît fréquemment, apnée évidemment, ou une saturation de 92% et moins à l'air ambiant. Une enfant qui aurait une atteinte respiratoire, on a établi en fait un protocole, vous allez voir, là, qui va vous être remis aussi, concernant l'hospitalisation des patients. Et ça, c'est ce qui va être sur le protocole. Donc, une PCO2 de 50 ou plus, le pH sanguin plus petit que 7,30 et ou, bon, une désaturation à l'air ambiant, d'accord? Donc, un enfant qui ne serait pas capable de maintenir une saturation à 92% ou plus à l'air ambiant. Les enfants de moins de 3 mois aussi, puis on sait que nous, quand on va les admettre, 3 mois et moins d'âge corrigé, ça va être une indication de les mettre sous moniteur d'apnée. Enfants avec prise d'aspirine régulière, on en a parlé, état de choc ou de pré-choc, évidemment. Déshydratation ou incapacité à se réhydrater à domicile, on voit ça beaucoup en pédiatrie. Hein? Un enfant malade, plus capable de boire, plus capable de s'hydrater. Donc, dans votre évaluation clinique, c'est vraiment des choses à regarder. Là. La diurèse, l'hydratation des muqueuses, voir si ça a été quoi les boire dans les derniers 24-48 heures. Puis de faire le bilan sanguin en conséquence de l'évaluation clinique et de l'histoire. Altération de l'état de conscience, bon ça c'est facile. Ici on dit, bon, enfant qui présente une maladie chronique qui affecte de façon significative les fonctions cardiaques, respiratoires ou neurologiques, il faut être prudent. Si ce n'est pas une hospitalisation d'emblée, ça sera à tout de moins une consultation en pédiatrie, là, sans problème. Situation sociale qui rend le maintien à domicile impossible, on voit ça aussi là, parfois qu'on hospitalise l'enfant vraiment pour une raison sociale pour assurer que la situation ne se détériore pas.